Messieurs, dames, bien le bonjour. On va faire la suite de la vidéo précédente qui parlait de l'Égypte ancienne. Et donc justement, on parlait du hack, de l'Égypte ancienne, tout ça, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont placé dans le gouvernement ou ailleurs en font de ça? Ils l'utilisent à des fins, je sais pas, à des fins professionnelles, ou pour gagner de l'argent, ou pour avoir des... Est-ce qu'on me pose souvent la question, est-ce que, par exemple, puisqu'on est en France, on va parler de l'Élysée, est-ce que l'Élysée connaît les pratiques occultes liées à des pratiques ancestrales taoïstes ou égyptiennes? Bien sûr qu'ils les connaissent. Donc on va dire que même c'est la base, c'est le ciment de leur puissance. C'est grâce à ça qu'ils ont dominé. L'Élysée est devenu l'Élysée justement parce qu'il y avait des supraconscients à la tête des États. D'ailleurs, actuellement, les gouvernements, les hommes politiques sont élus, sont élus par les citoyens, mais les technocrates qui font tourner les directeurs de cabinet, etc., Ouais. eux, ils sont payés à l'année, c'est pas des élus. Et eux, un peu partout dans chaque service, il y a des supraconscients. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont versés dans l'ésotérisme, dans le mysticisme, qui savent parfaitement ce qu'est le hack, les véhicules célestes, etc., etc. Alors, par exemple, en ce moment, qui affole les gens, il y a Emmanuel Macron, qui a commandé une peinture pour mettre derrière son bureau à l'Élysée. Et donc, on voit la République française avec une dame, je le montre. Je ne sais pas si on le voit bien. On voit une dame... Et puis il y a des gens qui se sont aperçus qu'il y avait un pentacle, donc une étoile à 5 branches, ils se sont aperçus qu'il y avait des petits dessins, ils ont dit tiens, c'est occulte ça. Oui, c'est occulte. Oui. Ça n'a rien à voir avec le diable. Il y en a qui disent c'est pas Baphomet, il y en a qui disent c'est le diable, ça n'a rien à voir. Le pentacle, c'est dans la fleur de vie mercabique, c'est une structure géométrique qui apparaît régulièrement. D'abord le pentacle parce qu'on a 5 membres, il y a une tête, il y a 2 bras, il y a 2 jambes. Bon, tu vois comment ça se... un corps humain forme une étoile à 5 branches. Donc ce sont des symboles occultes, mystiques, oui. Alors donc voilà, je te le remontre. Tu vois là, on voit un pentacle. Ça c'est la peinture que Emmanuel Macron a commandée. Oui, on la voit derrière. Voilà, puis même tu la vois carrément, il est devant, des fois il fait des allocutions. Voilà, là on le voit, je ne sais pas si on le voit bien. Là elle est sur son bureau. Et puis derrière, il y a cette fameuse peinture qui fait jaser tout le monde actuellement. Pourquoi? Parce qu'on voit un pentacle, avec un visage plus ou moins que les gens appelaient Baphomet. Et puis autour, il y a une succession de pétales. Tu as une première succession, il y a 6 pétales. Puis tu peux les compter, tu verras. Il y a une deuxième corolle avec encore 6 pétales. Et encore une corolle derrière avec 6 pétales. Si tu comptes, ça fait 6. Bien sûr que c'est occulte. L'Élysée est occulte. Le plus grand... président, pas le plus grand en valeur, hein, un des plus connus, on va dire, président de la République française, et qui était un occultiste, mais alors jusqu'à la mort, c'est François Mitterrand. Son surnom c'était le Sphinx, c'est lui qui a fait bâtir la pyramide du Louvre, qui est une pyramide inversée, donc on appelle ça un octaèdre. C'est avec en plus vraiment la structure mercabique est respectée à 100%. Il a fait l'arche de la défense qui est un tesseract, c'est-à-dire qui est un cube dans un cube. Je te expliquerai comment ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est aussi une évocation de Merkaba. Il a fait toutes les choses qu'il a fait construire, c'était lié aux activités occultes et merkabiques. Donc c'est l'héritage de tout ce que nous ont laissé les Égyptiens anciens. D'ailleurs, un des rites en franc-maçonnerie s'appelle le rite égyptien, Memphis Misraïm, etc. Ce sont des rites égyptiens. Et bien sûr que à la tête de chaque État occidentaux, enfin un peu partout dans le monde, ce sont des mystiques. Ce sont des gens qui savent utiliser les sciences merkabiques qui tiennent les États. C'est pas des gens exotériques qui comprennent rien. C'est des gens qui connaissent la voie Eka et la voie Sia. C'est-à-dire ils sont instruits, ils ont des bac plus 4, bac plus 5, ce que tu veux, ça c'est la voie Sia, mais ils ont aussi la voie Eka. Ce sont des gens qui savent manipuler des sciences occultes. Ça ne veut pas dire qu'ils appellent le diable, hein.
Ça veut dire ils savent rentrer en contact avec leur propre véhicule céleste et ils savent rentrer en contact avec le Hak, avec la substance divine qui nourrit tous les protons et tous les leptons de l'univers. Elle n'est pas diabolique, cette substance. Après, les symboles peuvent prêter à confusion, les interprétations des gens peuvent prêter à confusion. Quand Emmanuel Macron met les pentacles derrière lui sous Marianne, donc la République française, il met un pentacle avec 6 corolles de 6 pétales. Ça fait 666 avec un pentacle qui peut passer pour le diable. Pas du tout. Tout est lié à des activités merkabiques, c'est-à-dire à des activités de voyage astral, de décorporation, de supraconscience. C'est pour avoir des flashs intuitifs, c'est pour avoir des flashs précognitifs, c'est pour avoir accès un petit peu à ce qui va se passer dans le futur. Ce sont des gens qui savent à peu près ce qui va se passer dans les 2 siècles et demi qui vont arriver. Il y en a quelques-uns comme ça. En France? C'est un des noms. Ah ben là, il y a Jacques Attali. Jacques Attali qui est un conseiller spécial de l'Élysée depuis 1980. Bien sûr, c'est un supraconscient de haut niveau. Les gens ils le prennent pour qui ils veulent, mais à la base, le mec, c'est un kabbaliste de haut niveau. C'est un supraconscient de haut niveau. Alors, comme tous les supraconscients ont entrevu l'avenir, il sait ce qui va se passer dans les 3 siècles qui arrivent là. Donc il sait à peu près construire sa politique par rapport à un futur qui est déjà prédéterminé. Personne ne peut lutter contre le futur. Tu vas lire tous les livres de Philippe Guillemont, qui est un astrophysicien, qui est un gars qui a une reconnaissance mondiale. Par équation, il a expliqué le futur est déjà préétabli. On a une petite marge de manœuvre qu'on peut appeler le libre arbitre, mais qui se cantonne à notre karma individuel. C'est-à-dire tu vas un petit peu surfer sur ton karma individuel. Le karma collectif, par contre, est prédéterminé. C'est comme ça, c'est figé. Philippe Guillemont, qui est un ancien directeur de recherche au CNRS, tu vas lire ses ouvrages ou tu vas voir ses conférences, il t'explique. Il appelle ça la force du futur. Le présent est aussi influencé par les événements qui ont eu dans le passé que par des événements prédéterminés dans le futur qui ne sont pas encore arrivés. Ce sont deux ciments du présent. Le futur est prédéterminé. C'est pour ça que tous les supraconscients de la planète ont exactement les mêmes visions. Il n'y en a pas un qui diffère sur l'autre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à détecter les supercheries. S'il y en a un qui sort un peu de ce qui a été vu, hop là, toi tu mens. Ça veut dire qu'il a recueilli des informations, mais qu'il n'est pas allé vraiment. Parce qu'il y a des détails qu'il ne saura pas fournir. Un supraconscient qui rencontre un autre supraconscient, il s'en aperçoit de suite si le mec c'est un vrai. Hein. Pourquoi? Parce que d'abord, on a tous eu un accès à l'inframonde et qu'on s'est plus ou moins, on s'est croisés, nos Merkabas se sont croisés. Donc il y a déjà un ressenti quand tu rencontres la personne, tu te dis hop là, lui, ben oui, je l'ai vu lui dans l'Antéversus. C'est cette fusion que j'ai fait avec ce monsieur. Tu le sais que c'est un supraconscient parce que tu as déjà pratiquement fusionné avec lui. Et puis, si tu parles avec lui du futur par rapport aux éléments qu'il va donner, tu vas dire, ah putain, ça confirme ce que je pensais, c'est un supraconscient. On voit tous la même chose en état de supraconscience. Pourquoi? Parce que le futur est prédéterminé. Donc, bien sûr que dans les gouvernements, à la tête des gouvernements, on va dire, il y a un noyau d'initiés, on appelle ça des initiés, qui sont issus la plupart du temps de loges maçonniques. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est des gens qui sont issus de la GLF, de la Grande Loge Française, ou du Grand Orient, ou de Memphis Misraïm, peu importe. Ce sont des gens qui appartiennent à des loges francs-maçonnes et qui sont en plus, qui font partie des loges rouges ou au-delà, c'est-à-dire qui sont pas juste des porte-valises, c'est des gens qui sont vraiment initiés, ce sont des gens qui ont vraiment eu des contacts dans l'Antéversus, c'est des gens qui ont vraiment une science, une acuité psychique, et c'est au-delà de l'entendement humain. Ce sont ces gens-là qui dirigent les États, il faut se le dire. Alors les gens le voient comme le diable, c'est pas ça. Tu peux dire c'est magique si tu as envie, c'est moins péjoratif que de dire c'est diabolique. Tu peux dire oui. Pour le commun des mortels, certaines choses comme ça, c'est-à-dire avoir vision de l'avenir, avoir certaines siddhis, des facultés supranormales, pour eux c'est de la magie, ça peut s'apparenter à de la magie. Puis les personnes qui sont vraiment imbibées de culte abrahamique, c'est-à-dire des juifs, des musulmans ou des chrétiens, eux ils vont y voir le diable. Mais un taoïste, quand il voit
un pentacle ou quand il voit certains symboles maçonniques, lui, il ne voit pas le diable. Il sait qu'est-ce que c'est, il sait que ça évoque des véhicules célestes, il sait que ça évoque des décorporations, il sait que ça évoque des pratiques de supraconscience. Ce sont les cerveaux qui voient le diable, les cerveaux des humains, la psyché des humains. On a été conditionné par les 3 religions abrahamiques depuis des milliers d'années. Donc ces gens qui ont pondu ces livres, justement, avaient une vision un peu manichéenne des choses, en disant là il y a le bien, là il y a le mal, là il y a les démons, là il y a les anges et tout. Ça ne se passe pas comme ça. Beaucoup, par exemple, de gens qui ont des accès furtifs à la supraconscience ou à l'inframonde, quand ils voient, déjà ils n'arrivent pas des fois à comprendre ce qui les entoure. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont dans leur propre véhicule céleste. Ils voient tout un tas de choses s'organiser autour d'eux, ils ont peur. Et puis, par exemple, s'ils croisent dans le canal pranique, en phase d'accélération lumineuse, s'ils croisent un autre véhicule céleste, une Merkaba, si le mec est chrétien, musulman ou juif, qu'est-ce qu'il va croire qu'il croise? Un ange. Voilà. Et si en plus il fait des petits départs hypnagogiques un peu démoniaques, c'est-à-dire que ça va lui générer des chimères un peu diaboliques, qu'est-ce qu'il va croire qu'il croise? Un démon. Alors que c'est juste le véhicule céleste d'un autre méditant. Le diable habite dans la psyché des humains, il n'habite pas dans les véhicules célestes. C'est l'interprétation subjective des humains qui voient le bien ou le mal. Le voyage astral est situé dans le acte qui est neutre. Le acte il est par-delà bien et mal. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est tel qu'il est. C'est une force fondamentale qui dispense la vie. On appelle ça, les juifs appellent ça l'émanation de la substance divine. C'est ça qui constitue le cœur de nos atomes, le cœur des quarks. Mais c'est pas diabolique. Quand tu fais un voyage mercadique, quand tu fais une phase infrascopique ça veut dire rentrer dans le cœur de la matière, aller voir scopique, infra dedans, ça veut dire rentrer au cœur de la matière. Quand tu utilises le canal pranique, c'est pour ça que j'aime pas le terme astral. Tu vas pas dans le cosmos, tu peux faire des incursions dans le cosmos, tu peux aller où tu veux. Le hack est omniprésent dans tout l'univers, tu peux te téléporter où tu veux. Mais le vrai voyage, c'est une introspection au cœur de la matière. Tu rentres au cœur de la substance divine, tu pénètres les quarks. Quand tu vas dans l'inframonde, quand tu passes le rideau infrascopique, tu vas au cœur de la matière qui te constitue, et qui constitue tout l'univers. L'univers, c'est facile. Il y a des protons, des leptons ou des photons. C'est-à-dire, la lumière, c'est photonique, et la matière, elle est leptonique ou protonique. Tu vas au cœur de cette matière. Voilà, tu vas à la rencontre de ton Dieu créateur. C'est lui qui nourrit la matière. Cette substance-là, qu'elle nourrit les protons, les leptons et les photons. On te permet, en état de supraconscience ou en état de conscience modifié, on te permet d'aller communier avec la substance qui compose tout ce qu'il y a dans l'univers. C'est ça que moi j'ai appelé le monde infrascopique, parce que c'est pas tu vas pas quelque part. Tu vas en toi. Ouais. Voilà, c'est infrascopique. Tu vas voir à l'intérieur de toi-même. Tu le comprends de toutes les manières. En état de supraconscience, ta Merkaba et le hack te l'expliquent. Si tu demandes où j'ai atterri, là, il te le dit au cœur de la matière. C'est tout. En même temps, c'est lié. L'infiniment petit, l'infiniment grand. De toute manière, ouais, ça, je te l'ai expliqué. C'est fractal au niveau de l'univers. L'infiniment grand et l'infiniment petit, ils cohabitent dans un grain de riz. D'ailleurs, les taoïstes le disent, l'infiniment grand et l'infiniment petit cohabitent dans un grain de riz. Comment t'expliquer? C'est nous qui inventons des distances, des barrières. En plus, pour vraiment comprendre comment est configuré l'univers et se comprendre pour des profondeurs, etc., si tu sais ce qu'est un icosaèdre, par exemple, c'est un volume fait de triangles bout à bout, ça ressemble à un diamantaillé ou un dodécaèdre. Imagine-toi à l'intérieur avec des miroirs. Tous les miroirs vont se refléter les uns les autres, ça te crée des perspectives à l'infini de partout. Voilà ce qu'est l'univers. L'univers, il est contenu dans une graine de riz, et tout ce qu'on prend pour des distances faramineuses, c'est comme si tu étais dans un dodécaèdre avec des miroirs, que tu es au milieu, et que tu vois des perspectives et des points de fuite à l'infini un peu de partout. D'ailleurs, il y a un sculpteur qui s'amuse à faire ça sur Internet, qui propose
je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis tombé dessus il y a une semaine, j'ai dit tiens c'est pas mal. Il appelle ça infini, éternité. Il a construit des structures qui font peut-être 2 ou 3 mètres de haut. Ce sont des dodécaèdres, des icosahèdres. Il a mis des miroirs à l'intérieur, il a fait des petites lumières intégrées avec des diodes. Quand tu rentres à l'intérieur, il explique, il dit voilà, je vous fais pénétrer dans l'infini et dans l'éternel. Tu te mets au milieu de ce dodécaèdre et tu vois des perspectives à l'infini. C'est une bonne comparaison quand même. Voilà, on voit bien ce que ça. Voilà, l'univers, voilà comment il est fait. Ce que nous on prend pour des distances faramineuses, au niveau universel, c'est des millimètres. Faut pas tout voir avec les yeux d'un humain, faut avoir une vision un peu cosmique, une vision d'ensemble. Ce que nous on prend pour des milliards d'années, tu sais, quand on te parle des astrophysiciens du fond diffus cosmologique, c'est-à-dire ils arrivent avec le redshift, donc avec l'infrarouge, avec le décalage d'infrarouge, avec des télescopes infrarouges, ils arrivent à voir le fond diffus universel, c'est-à-dire ce qui pense être les résidus du Big Bang. En fait, le Big Bang n'a jamais eu lieu, on appelle ça, moi je préfère l'appellation de Jean-Pierre Petit, Big Bounce, le gros enflement. On est des réservoirs d'espace-temps. C'est pas une conflagration qui a eu, c'est pas une explosion, c'est une expansion lente qui s'est passée sur des millions d'années. Ce que les gens expliquent, ils te disent le fond diffus cosmologique. Alors à l'échelle humaine, on va te dire, tiens, le Big Bang, il a eu lieu il y a 13 milliards et demi ou 14 milliards d'années, ce qu'ils appellent le début de la singularité. Mais à l'échelle cosmique, ce que tu vois, ça vient de se passer à l'échelle du cosmos, ça vient de se passer il y a 1 seconde. Ce que nous on prend pour du temps vraiment des milliards d'années, ou ce qu'on prend pour des distances en années-lumière ou en parsecs ou en ce que tu veux, à l'échelle cosmique, c'est ridicule. C'est ridicule. Le hack, quand tu arrives à voir le fond diffus cosmologique de l'univers, pour le hack, ça vient de se passer. Et non seulement ça vient de se passer, mais le hack est en train déjà dans le futur de bâtir autre chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'explique Philippe Fayant, le futur est prédéterminé, le hack existe déjà dans le futur. On a une vision, nous, d'humain, de ce qui nous entoure. On essaie de tout ramener à nous. Les distances, il faut qu'on... On est tout petit, nous, dans l'univers, on ramène tout avec on arrive à l'intégrer, c'est difficile. Hein, c'est dur à intégrer. Le temps cosmique n'est pas le même que le temps humain. Les distances cosmiques ne sont pas les mêmes que les distances humaines. Le Big Bang, la grande expansion d'espace-temps, elle vient d'avoir lieu là, au niveau cosmique. Voilà. Elle vient d'avoir lieu. Et elle est en train de se répercuter déjà dans l'avenir. Le hack est en train déjà de bâtir ce qui va arriver dans des millions d'années. C'est comme ça. Il faut se mettre dans une philosophie cosmique, à grande échelle. Il ne faut pas tout ramener à l'échelle humaine. Puis en plus, on n'est rien dans l'univers. Les gens pensent qu'il n'y a que nous, que la vie, c'est juste sur la Terre de la vie. Il y en a dans tous les univers. Pas que dans notre univers, on est dans un multivers. Ce réservoir de hack, il dispense des bulles d'espace-temps un peu partout. Il y en a de partout. Des vies conscientes, il y en a de partout. Alors moi, je ne les appelle pas les Pléiadiens, les Arcturiens, tout ça. Parce qu'en fait, quand tu fais une fusion mercabique avec un être, tu vas avoir des flashs, ces souvenirs, tu vas avoir un peu de visualisation, tu vas avoir des choses, des plantes qui n'existent pas ici, des végétaux, tu vas avoir des visages qui n'existent pas, il y en a qui font peur, je sais pas, tu vois, ça fait peur, mais le gars il te dit pas s'il vient d'Arcturus ou quoi, tu entends même la manière dont il communique. Il y en a, on dirait des modulations, tu sais, tu entends leur manière de communiquer, on dirait des modulations comme des dauphins je sais pas, c'est pas un langage verbal. Il y a, les gens, les êtres vivants de tout l'univers n'ont pas le même fonctionnement. C'est pas en faisant vibrer leur pharynx. Il y en a c'est d'une autre manière. Il y en a c'est des modulations. Il y en a c'est des ultrasons. Mais tu peux pas demander pendant la fusion mercabique, pendant 2-3 secondes, je te garantis que le gars il n'a pas le temps de t'expliquer. Attends, moi je viens d'Arcturus, moi je viens des Pléiades. C'est faux, ça se passe pas comme ça. C'est un mode de communication en fusion mercabique qui est antagoniste. C'est à la fois très précis parce que c'est analytique, émotionnel. Tu échanges des creusets avec l'être. Tu échanges des creusets. C'est à la fois c'est beaucoup plus intense qu'une conversation, mais en même temps, c'est beaucoup plus archaïque.
C'est pas des mots placés en disant tiens, moi, ma planète, elle est dans telle galaxie, telle Ouais, je machin. pense que quand tu reviens, après, c'est difficile de comprendre ce qui a été dit, de refaire un film et tout. Non, c'est surtout que tu en ramènes beaucoup plus d'émotionnel et de spirituel que des équations où le mec il t'a dit voilà, moi je suis 3 planètes après le soleil. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, ils me font marrer, moi, tous ces pseudo médiums, ou je sais pas quoi, là, qui te parlent d'Arcturus, des Pléiades, des machins, qui sont imbibés des doctrines théosophiques, anthroposophiques ou de Samael Aun Weor, toutes ces merdes qui ont été pondues entre la fin du 19e siècle et les années 60. Mais moi, je te garantis que des fusions mercabiques, j'en fais régulièrement à longueur d'année. Ben, je voudrais bien voir un qui me dit tiens, j'ai parlé avec l'autre. Tu peux pas faire comme ça. C'est un échange de creuset, c'est une communion mercabique. D'un côté, c'est beaucoup plus évolué que la conversation qu'on a là, parce que là, on n'échange pas notre émotionnel, notre instinctif. C'est beaucoup plus évolué d'une certaine manière, mais c'est beaucoup plus archaïque que d'une autre. On pourra pas, moi, je peux pas mettre des mots sur un échange mercabique. J'ai fait des fusions mercabiques avec des terrestres. Il y a beaucoup de méditants sur Terre, beaucoup de taoïstes, beaucoup d'hindouistes. C'est d'ailleurs les plus représentés quand tu vas dans le canal pranique, dans la phase d'accélération luminique. Tu vas surtout faire des échanges mercabiques avec des gens qui ont déjà une culture à haute intensité spirituelle, qui sont hindouistes ou qui sont taoïstes. C'est pas avec des chrétiens c'est pas eux qui arrivent à pénétrer le canal pranique, c'est pas eux. Donc des fusions mercabiques avec des hindous, avec des chinois, tout, j'en ai fait à foison. Et de temps en temps, c'est là que j'ai compris que tous les systèmes, tout était habité. Alors là, tu vois quelque chose qui n'est pas terrestre. Tu dis, oh, mais c'est quoi cet engin là? La modulation du son, comment ils essaient de communiquer avec toi, les flashs visuels que tu commences à voir, il y en a qui font peur, même c'est pas beau, il y en a qui ressemblent à... J'ai même pas envie de te les décrire, ça fait plus penser à des gastéropodes qu'à quelque chose d'humanoïde. Ils ont rien d'humanoïde, certains avec qui j'ai fusionné. Par contre, tu t'aperçois qu'ils ont une sensibilité, qu'ils ont de l'émotionnel, qu'ils ont de l'instinctif, c'est avec ça que tu communiques. Et comment tu veux que je ramène au moins d'où ils viennent, si c'est les Pléiades? Je ne sais même pas comment ils l'appellent, moi, les Pléiades, dans leur modulation. Il y en a, tu communiques avec eux, on dirait que tu communiques avec des dauphins ou avec des... tu sais, quand tu entends la manière dont ils communiquent, on dirait des dauphins ou des baleines. Comment tu veux que moi, je traduise ça? Alors, ils me font rire, je le répéterai jamais assez. Tous ces marabouts à la mormoilozob là, qui te pondent des machins sur les Pléiades ou sur Arcturus, ce sont des mythomanes. Ça ne se passe pas comme ça. Et je te garantis que des supraconscients de haut niveau, s'il y en a qui commencent à s'intéresser aux vidéos qu'on fait, s'il y en a un, tu verras les commentaires. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Parce que je te garantis que tous les autres, c'est des zozos. Ce sont des fantasmes hypnagogiques qui ont été créés, qui ont été repris par d'autres, qui régénèrent encore les mêmes fantasmes hypnagogiques, etc. C'est approprié, et puis voilà. Ouais, comme le téléphone arabe, au fur et à mesure. Voilà, et leur psyché génère tout le temps les mêmes fantasmes hypnagogiques. Ils sont enfermés dans leur chimère. Parce que si tu sais te débarrasser de tout ça et que tu vas vraiment expérimenter une phase supraconsciente, tu verras que ça ne se passe pas comme ça. Après, les gens me disent ouais, mais alors, tu aurais pu en ramener des vaccins et tout. J'aimerais bien, moi, ça me ferait plaisir d'en ramener, mais tu peux pas. Tu ne peux pas. Le gars avec qui tu vas fusionner, il va te faire profiter de son instinct, de son émotionnel, de beaucoup de choses. Mais tu ne pourras pas prendre un papier et un stylo et marquer des équations pour venir ici sauver les gens du sida ou quoi que ce soit. Bon, pour en revenir aux gens du gouvernement, parce qu'on s'est un peu éparpillé du coup. Bon, ils sont au courant de tout ça déjà, tout ce que tu dis. Non, pas tous. Il y a un noyau aux États-Unis par exemple, qui sont, quand les gens te montrent le billet avec la pyramide et tout, l'œil, etc. Bien sûr qu'il y a un noyau ésotérique aux USA qui contrôle, qui sait manipuler les sciences mercabiques, qui est au courant de tout ça encore mieux que moi même, parce qu'il y a des cadoches, il y a des gens, c'est des saints sages, à la tête des gouvernements, il y a des éminences grises, on appelle ça, des gens qui sont dans l'ombre, qui ont entre 75 et 85 ans, 90 ans, qui sont beaucoup plus évolués que moi en sciences mercabiques, qui vont beaucoup plus loin dans l'expérience. Ce sont eux qui dirigent les gouvernements dans l'ombre. Ce sont eux qui donnent des consignes aux lobbies militaro-industriels, aux consortiums qui dirigent tout, aux politiques, parce que les politiques sont inféodés au consortium. Les gens pensent que les hommes politiques ont du pouvoir, ils en ont très peu, très très peu. Ce sont les consortiums, ce sont les multinationales qui dirigent les États. Et à la tête de ces conseils d'administration, il y a des supraconscients.
c'est comme ça. Ils sont versés dans le mysticisme, dans l'occultisme. Pourquoi? Parce que quand tu as affaire, les politiques, Mitterrand s'en était aperçu assez vite, quand il a accédé à l'Élysée, ça faisait longtemps que la gauche n'avait plus accédé à l'Élysée depuis Jean Jaurès ou Léon Blum, en fait, c'est très ancienne, depuis les années 30. Donc il prend possession de l'Élysée, et là on lui dit, tu sais, il pose des questions parce que c'était un mec très 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 curieux, François Mitterrand. Il pose des questions, il dit voilà, ça existe les ovnis? Ils ont dit non, les protons ne peuvent pas être transportés à la vitesse de la lumière. Mais par contre, les extraterrestres existent. Ah bon? Mais comment vous le savez s'il n'y a pas eu de contact, s'ils n'ont pas visité la Terre ou si on ne peut pas aller visiter notre système stellaire? Comment vous le savez? Eh bien, Monsieur le Président, on va vous expliquer, c'est psychique. On peut se téléporter. Voilà les kabbalistes, les taoïstes, les hindouistes, les bouddhistes, voilà toutes les nations, tous les peuples connaissent ça depuis le paléolithique. Il y a une fonction qui s'appelle le 4e état de conscience qui vous permet de vous téléporter où vous voulez dans l'univers. Il y a des rencontres avec d'autres civilisations, etc. Putain, lui, ça l'a passionné. Ah bon, et comment on fait pour atteindre cet état? Il faut se transcender. Ça s'appelle le 4e état de conscience. Il faut faire descendre son activité neuroélectrique, il faut se mettre comme ça, ils lui ont expliqué la recette. Et lui, il a fait ça? Oui, c'est devenu un très très grand mercabiste. Hein. Ah ouais? Mais bien sûr, mais bien entendu, François Mitterrand qui a été initié, c'est devenu un des plus grands mercabistes de la planète, bien entendu. Tout le monde peut y arriver si tu te donnes les moyens. Si tu fais ta bonne décontraction musculaire, ton contrôle respiratoire et ta vacuité cérébrale, c'est ouvert à tout le monde. Seulement voilà, il faut faire preuve d'abnégation. Le yoga, c'est dur. Les gens pensent qu'il faut juste s'asseoir comme ça. Il y a un contrôle du diaphragme, un contrôle de ta respiration. Le yoga, Mitterrand quand même, il n'a pas pratiqué le yoga. Le yoga, la quintessence du yoga, c'est le Padmasana. Tu t'assois, tu te mets en lotus, tu fais ta vacuité cérébrale et tu iras où tu veux. Donc il ne faisait pas des asanas très compliqués, il se mettait dans un coin de son bureau, il se mettait confortable, il baissait la lumière, il mettait des boules pièces pour ne pas être dérangé par les bruits parasites, et il faisait ses séquences supraconscientes. Bien sûr qu'il ne faisait pas du yoga, mais le yoga, c'est un nom en sanskrit qui veut dire joindre. C'est-à-dire yog, ça veut dire joindre le brahman. Yog, ça veut dire joindre. Techniquement, ça s'appelle juste une discipline psychophysiologique. Le psychisme qui prend le pas sur la physiologie, c'est-à-dire l'esprit contrôle la matière. Alors, il faisait une discipline psychophysiologique. Tu peux l'appeler tai chi, tu peux l'appeler yoga, qigong, naidan, tu l'appelles comme tu veux selon les pays. En France, lui, on lui a dit, on va vous expliquer, c'est une technique psychophysiologique, Monsieur le Président. Donnez-moi la recette, ils lui ont donné la recette, il a tâtonné, parce que moi j'ai un reportage que je conserve précieusement qui fait 40 et quelques minutes, où il explique sa progression dans cette initiation. Bien sûr. Son surnom c'était le Sphinx, François Mitterrand, on l'appelait le Sphinx, parce qu'il était dans une loge en rite égyptienne, c'était un franc-maçon. Et tous les monuments architecturaux qu'il a légués, la bibliothèque, la grande l'arche de la Défense ou la pyramide du Louvre, sont tous orientés sur des pratiques mercabiques. Si tu vas au Louvre, tu vois la pyramide. Tu vas voir qu'il y a une pyramide inversée en dessous. Et tu vas voir qu'il y a un pyramidion qui est aligné avec. Si tu as fait des états de conscience modifiés, ça te parlera de suite. C'est l'infrastructure d'une Merkaba, d'un véhicule céleste. C'est la preuve, c'est l'expression de sa foi, François Mitterrand. Il a compris qu'il n'y avait pas de judaïsme, pas de taoïsme, qu'il n'y avait rien, qu'il y avait des lois fondamentales, qu'il y avait des forces fondamentales dans l'univers avec lesquelles il était possible de communier. Et comme le fructure est déjà prédéterminé, tu as accès, tu as des flashs intuitifs, tu as des flashs précognitifs, tu vois ce qui va se passer. Et il en a usé, abusé de ces sciences, François Mitterrand. Ouais, il n'a pas abusé dans le bon sens, hein, vu ce qu'il a généré, quoi, après, quoi. Je veux dire, il n'a pas fait aller la France vers le mieux, quand même. Hein. Je te l'ai expliqué, tu crois qu'avoir accès à la supraconscience, ça fait de toi un Bouddha? Pas du tout. Mais pas du tout, ça te donne des facultés supranormales. Mais si t'es un con, tu restes un con. Voilà, si t'es un gentil mec, tu restes un gentil mec. Si t'es un con, tu restes un con. La supraconscience, c'est une faculté psychophysiologique. Ça s'est servi de manière peut-être reptilienne, un petit peu. Non, il s'en est servi surtout comme il a pu. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les hommes politiques, ils n'ont plus de pouvoir depuis les années 30. Alors qu'ils arrêtent de croire qu'à chaque fois qu'ils vont élire quelqu'un, ça va changer, ça ne va rien changer du tout. Ces gens, ils me font marrer, là, qui descendent les gilets jaunes en train de matraquer des CRS en disant « Macron, démission !»
Mais on va en mettre un pareil. C'est les consortiums, c'est les multinationales qui dirigent les États. Tu peux en changer, des Macron, ils en ont 50 en réserve. Tu peux le tuer, mais ils en remettront un autre dans la foulée. Ça détendrait juste tout le monde, mais c'est tout. Quoi. Et ça détendrait rien du tout, ça changerait rien. Oui, ça changerait rien du tout. Les gens sont en train de taper sur la gueule d'un pantin, d'un homme de paille. Macron, c'est une merde. Il a été mis là par des multinationales. On lui dit de dire ça, il dit ça. On lui dit de faire ça, il fait ça. On lui dit d'appliquer telle loi. Et lui, il connaît un peu tout ça, là. Oui. Ils sont des initiés. Ah, mais bien sûr. Lui, il est plus. Mais François Hollande aussi, Nicolas Sarkozy aussi. Quand tu arrives à la tête de l'État, ils prennent soin de ne pas mettre n'importe qui. Il faut qu'ils mettent un initié. Alors, si ça c'est pas Ouais, obligé. c'est des formations, tu veux dire. Oui, c'est pas obligé que ce soit un mercabiste. Ça veut, Non, mais il est au courant que ça existe. Voilà, ce n'est plus un profane, c'est un affranchi. C'est quelqu'un qui sait que ça existe, qui sait qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas faire le con. Et c'est surtout des gens qui font des révérences à Mammon, à l'argent. Ils savent que, de toutes les manières, les hommes politiques, quand ils accèdent en France à l'Élysée, d'un coup, ils comprennent qu'ils n'ont pas de pouvoir. C'est des technocrates qui viennent les entourer, des directeurs de cabinet et tout, qui disent « Tonton, ça se passe comme ça. Hein. Oui, mais moi, je voulais faire des réformes, tu ne feras rien du tout. » Tu feras rien du tout. Tu feras que dalle. Tu vas faire ce qu'on te dit. Ouais. Tu vas faire semblant d'avoir un peu de pouvoir. Si tu as envie de modifier une loi, tu vas baisser de 0,1%, le pouvoir de machin. Tu vas un peu jouer sur des 0,1% à droite et à gauche. Et surtout, tu vas faire ce qu'on te dit de faire. Voilà. Et si tu n'es pas content, tu te casses, on en met un autre à ta place. C'est les multinationales qui dirigent les pays. Ce n'est pas les politiques. Les politiques, ce sont des pantins à la solde des consortiums. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Et si tu enlèves Macron, là, ils t'en mettront 50 derrière qui arrivent. Ouais, moi je suis convaincu de ça depuis longtemps, ouais, ça c'est sûr. Bon, mais le pouvoir sur la planète est mercabique. Les gens qui détiennent le pouvoir, qui ont la possibilité d'amasser de l'argent, de contrôler l'humanité, ce sont des mystiques. Et surtout, ce qui choque les gens, c'est pas des mecs qui vivent dans l'opulence à l'Élysée avec du plaqué or de partout. Hein. La plupart, c'est des vrais supraconscients, ils sont cordonniers ou ils sont apiculteurs. C'est des gens qui ne vivent la plupart du temps parce qu'ils sont transcendés. Ils vont au-delà de l'argent, de tout ça, ils sont transcendés. C'est des gens comme ça qui sont appelés à chaque fois qu'il y a des petits soucis. Dans les consortiums, on fait venir tel et tel. Jacques Attali, il y en a un. Voilà, les gens le prennent pour... Jacques Attali, c'est un conseiller. C'est un conseiller spécial de l'Élysée. Il n'a pas un pouvoir exécutif. Il vient, il dit à peu près comment il faut faire et surtout comment il ne faut pas faire. Quand il y a des choses à faire dans les consortiums, dans les grands groupes multinationaux et tout, et quand ils ont une décision à prendre, ils font venir des conseillers spéciaux comme ça, des Jacques Attali ou d'autres personnes. Ils disent, voilà, est-ce qu'on peut le faire ça? Non, surtout fais pas ça. Là, tu vas t'encadrer dans le mur. Ça va créer des incidences karmiques. Tu vas faire ça, c'est pas bon. Est-ce que je peux faire ça? Oui, tu peux faire ça. Par contre, il y a une force qui est générée, c'est l'égrégore du mal actuellement. Parce qu'on a développé la technologie, on a lancé une locomotive plein pot qu'ils n'arrivent plus à arrêter. Il faudra que ça arrive au terme de ce processus. À un moment donné, quand tout ce système va s'effondrer sous son propre poids, là on repartira sur du neuf. Mais ce n'est pas encore. Ça va prendre encore 2 siècles et demi, avant que ce processus se termine, aille jusqu'à sa fin. Personne ne pourra le stopper. Ni supraconscient, ni Dieu, ni diable. La locomotive, elle est lancée. Donc à quoi ça sert de faire des révolutions et tout comme ça? Mais à rien. Mais à rien. Les gilets jaunes, c'est une mascarade, là, qu'ils arrêtent, les gens. Ils se font crever des yeux gratuitement, là. C'est ça. Là, restez chez vous, ça sert à rien. Les familles, ils ont des enfants, allez pas vous faire crever des yeux bêtement. Restez chez vous. Mais tu peux que subir. Laisser faire subir. Quoi. Subir. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par contre, rien ne les empêche de s'élever dans la pyramide. Les moyens sont donnés, c'est à eux d'arrêter d'être bêtes, quoi. On a la vie qu'on mérite, hein. On a la vie qu'on mérite. Si le mec il est conditionné à être un esclave consentant, ben, toute sa vie sera un esclave consentant. S'il s'éveille à un moment donné, qu'il dit putain, on peut rien faire. Mais par contre, moi je vais faire mon trou là-dedans. Je vais essayer de me faufiler, je vais faire mon trou. Et je vais essayer de passer mon incarnation le mieux possible pour mon bien et pour le bien de ma famille. Tu peux faire ça, rien ne t'en empêche. Ça veut dire que tu te débrouilles avec ton karma individuel. Mais le karma collectif, il est prédéterminé. Personne ne pourra le changer. Les gens, là, c'est gentil ce qu'ils font. C'est gentil, les gilets jaunes. Ceux qui ne savent pas, c'est un peu embêtant de le dire, hein, c'est que c'est l'élite
qui a généré ce mouvement. Oui, enfin, C'est malheureux, mais les gens pensent que c'est un mouvement spontané qui est né sur les réseaux sociaux où tous des gentils mecs se sont reliés avec d'autres gentils mecs. Non. Les réseaux sociaux sont cadenassés. Il y a des cyberflics qui auscultent toutes les publications, tout ce qui se passe. Il y en a dans les 20 plus grands bourgs de France, les 10 plus grandes villes et les 10 plus grands bourgs qui suivent derrière. Il y a des cyberflics. Je te garantis que tu ne peux pas passer un ordre de mobilisation révolutionnaire. C'est stoppé immédiatement. Qui ont le droit de faire des diffusions à échelle nationale, c'est le cabinet de la présidence, le cabinet du Premier ministre, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. C'est tout. Les gens n'ont pas le droit de faire des appels à la révolution. Toute cette histoire des Gilets jaunes, qui en plus est en train de se propager dans d'autres pays, elle est voulue par l'élite mondiale. Pourquoi ? Ils savent qu'il y a des révolutionnaires, des contestataires, tout ça. Il fallait les faire sortir. Voilà. Les lapins, il fallait les faire sortir du terrier. Ils sont en train de tout cadenasser. Ils ont fiché tout le monde. Tous les gens qui se sont autoproclamés leaders, etc. Ah, lui, ils sont tous fichés maintenant. Et en plus, ça a constitué un laboratoire, un théâtre à grandeur. Grandeur nature. Grandeur nature. Ils ont dit, tiens, on va voir s'il y a des insurrections dans telle ville et telle ville. C'est une méthodologie. Comment on va faire pour juguler tout ça? Voilà, c'est quoi les Gilets jaunes? C'est l'élite mondiale qui génère des mouvements comme ça. D'abord, ça leur permet d'identifier tous les meneurs. Et ensuite, ça leur permet de voir les mécanismes d'une insurrection. Comment on peut juguler ils savent que l'élite savent qu'ils ne peuvent pas utiliser les réseaux sociaux. Ça, c'est une fumisterie de croire que les Gilets jaunes sont issus des réseaux sociaux. C'est faux. C'est dans les mains amalécistes. C'est l'élite mondiale gouverne sur les réseaux sociaux. C'est faux, ça. Par contre, ils se disent, peut-être un jour, ils auront moyen de communiquer avec des petits papiers dans les boîtes aux lettres. Est-ce que 10 personnes qui se soulèvent vont en entraîner 100 derrière? 100 personnes qui se soulèvent vont en entraîner 1000, etc. C'est exponentiel. Alors ils ont voulu savoir comment ils peuvent lutter contre un soulèvement massif de la population. C'est un laboratoire à grandeur nature, les Gilets jaunes. Ils sont tous fichés maintenant, tous les leaders sont tous fichés. Et en plus, ça leur a permis de créer des équipes mobiles. Tu as vu qu'au début, ils étaient figés, les CRS, ils étaient en bloc figés. Ils ont commencé à se dire non, il faut éclater tout ça. Il faut faire des groupes mobiles, il faut les encercler, il faut les contraindre à aller dans tel secteur, tel secteur. Et puis tu as vu qu'ils ne s'embarrassent pas il n'y a pas de compassion là-dedans. Hein. S'ils ont envie de te mettre par terre, de te crever les yeux, de te casser les côtes, ils le feront. Hein. On est jugulé, c'est ça que les gens ne savent pas. On est dans un état où pour changer les choses, il aurait fallu s'y prendre 3 siècles en arrière. C'est fini là. Le serpent, il est entouré autour du cou. C'est fini. Et au plus tu vas te débattre, au plus il va resserrer son étreinte. On ne te demande pas d'aller les combattre frontalement, l'élite mondiale. On te dit, à ton niveau individuel, fais ton trou. C'est tout. Essaye de préserver tes proches, toi-même. Ne va pas te faire crever un œil bêtement. Essaye de vivre ta vie intelligemment. C'est déjà fait. Tout est dans les mains l'élite contrôle tout depuis la fin du XVIIIe siècle. Là, en ce moment, les gens, à la bouche, ils ont nouvel ordre mondial, mondialisation. Ils pensent, à tort, les gens, que c'est un concept nouveau, que ça vient de sortir, que l'élite mondiale veut accaparer les richesses, écraser le peuple. Alors c'est faux, c'est un concept qui est né à la fin du XVIIIe siècle. Donc, qui s'est passé entre 1776 et 1799, donc à l'orée du 19e siècle, fin 18e, début 19e. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Les 15 ou 20 plus grosses fortunes du monde ont fait une coalition, se sont visités. Donc la famille Untel est allée visiter en Chine, est allée visiter en Russie, est allée visiter en Amérique du Sud, au Brésil. Ils ont pris les 15, 20 ou 25 plus grosse fortune mondiale, ils ont créé ce qu'on appelle les premiers consortiums. C'est-à-dire, ils ont dit, voilà, toi tu produis du sucre, toi tu de la canne à sucre, toi tu fais du pétrole, toi tu fais ça, toi tu fais ça. On va essayer d'aligner les prix, on va essayer de se serrer les coudes, et puis on va essayer aussi le peuple de voir qu'est-ce qu'on peut leur donner, qu'est-ce qu'on ne peut pas leur donner. Ça date de là. La mondialisation, elle a émergé en 1776. La première charte maçonnique, elle date de 1700.
il y avait des loges auparavant, hein. Il y avait des loges dès 1772, 1773, mais en 1776, aux États-Unis, toutes les plus grosses fortunes mondiales, il y avait des Chinois, il y avait des Indiens, il y avait des Hindous, il y avait des Occidentaux, des Français, des Anglais, il y avait un peu de tout, des Allemands. Ils ont dit voilà, toi tu pèses 10 milliards, toi tu pèses 8 milliards, toi tu pèses tant. Mais si on regroupe tout, qu'on fait un consortium, tu te rends compte ce qu'on pèse? Et là maintenant, la planète, elle est à nous. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une charte. C'est-à-dire les plus grosses fortunes de la planète à la fin du XVIIIe siècle, ils se sont coalisés. Ils ont fait une coalition. C'est ça le nouvel ordre mondial. Il est né en 1776. Sur les billets américains, quand tu vois la pyramide avec les dates 1776, etc., c'est la date de cette charte mondiale entre les gens qui dominent le monde, l'élite. Alors, les gens qui descendent dans la rue, qui s'habillent en jaune, là, et qui veulent combattre le nouvel ordre mondial, ils auraient dû s'y prendre à la fin du XVIIIe siècle. C'était là qu'on pouvait encore faire des choses. Maintenant, c'est foutu. Je te l'explique. Il vaut mieux s'atteler et dépenser son énergie à faire son trou et à faire ton petit trou pour ta famille, savoir comment tu vas leur donner à manger et comment tu vas les défendre, plutôt que d'aller te foutre des coups de tête à un enclume. Les gens, c'est ce que j'explique. Il y a des gens qui te disent ouais, moi je vais te prendre une enclume, là, je vais la casser à coups de tête. Personne t'empêche de le faire. Mais tu vas pas gagner, je te garantis. C'est ce qui se passe. Leurs histoires de gilets jaunes, s'ils avaient voulu que ça fonctionne, il aurait fallu qu'ils s'y prennent en 1775, un an avant la charte de l'élite mondiale. Là, c'est trop tard. Les choses sont jugulées. Tout est fait d'une manière justement que personne ne peut contester quoi que ce soit. C'est comme ça. Et je te le redis encore une fois, le mouvement Les Gilets jaunes, il a été généré par l'élite mondiale. C'était pour débusquer les contestataires, les révolutionnaires, et pour voir un peu si un jour il y a une révolution qui arrive à démarrer quelque part, il faudra la juguler de suite. Donc là, ils ont déployé... Ils auront eu la répétition. Ouais, c'est un laboratoire d'expérimentation. Les Gilets jaunes sont un laboratoire d'expérimentation. Et si tu veux comprendre pourquoi, je te le redis, les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Google, tous les machins comme ça sont aux mains de l'élite. Donc, ils expliquent aux politiques et aux techniciens qui relayent tout ce bordel, on dit voilà, vous allez mettre des cyberflics, et dès que vous voyez des ordres de mobilisation, de contestation et tout, vous stoppez, vous allez les arrêter. Je te garantis que si tu essaies de faire passer, là, demain, tu vas te dire je vais faire les gilets roses ou les gilets violets, que tu veux lancer ton propre mouvement, tu vas voir si tu y arrives. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas parce que tous les réseaux sociaux sont surveillés. Je te garantis que ça a été généré par l'État. C'est les États qui ont voulu que les gilets jaunes. Et c'est facile à comprendre pourquoi. Au plus ils feront des petites actions comme ça, au plus ils verront les gens qui ne sont pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord, toi, viens là, on va te crever un œil déjà, on va te casser toutes les côtes et on va voir si t'es pas d'accord. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Les gens sont fichés, il leur manque un œil, ils ont toutes les côtes de cassées. Voilà ce que ça fait. Ça a fait sortir les lapins du terrier. Et en plus, ils se sont aperçus récemment qu'il y avait des techniques beaucoup plus pratiques pour juguler par quartier, par ville. Bon, enfin voilà, quoi, fin de la parenthèse, je ne fais pas de politique, mais ça ne sert à rien tout ce qu'ils sont en train de faire là, les gens. Je comparerais ça à un tsunami, mais c'est la même chose. Hein. Toi, tu peux comparer ça à une enclume. Voilà, tu peux rien contre un tsunami, pas plus que prendre une enclume à coup de terre. Non, puis ils s'y sont pris, ces gens-là, l'élite mondiale, déjà, ils avaient les capitaux, c'était des milliards d'onces d'or. Ouais. On ne parlait pas à l'époque de dollars, c'était de l'or, quoi. Ils pesaient des milliards d'onces d'or. C'était des gens qui se sont alliés, ils avaient l'argent, ils avaient l'intelligence, ils avaient des supraconscients avec eux qui savaient exactement où il fallait aller. Ils n'ont pas fait n'importe quoi. Et la civilisation, telle qu'on la connaît, elle a été bâtie par des gens comme ça. Donc pour eux, c'est un privilège que tu habites au sein de cette civilisation. Eux, ils la font remonter à l'Égypte ancienne, et à Nemrod, aux Babyloniens, etc. Il faut remonter la paternité de tout ça, Nemrod, c'est Miramis, la maman de Nemrod, c'était les Babyloniens. Il faut remonter ça aussi, je te dis, à l'Égypte ancienne, toutes les traditions ésotériques des anciennes civilisations. Ils se présentent comme les successeurs de cette grande tradition ésotérique ancienne. Bon, tout ça parce qu'ils manipulent, c'est à manipuler avec précaution, la supraconscience. Hein. Tout à l'heure, tu m'as dit, est-ce que les supraconscients sont gentils, est-ce que les amalécites sont méchants? Non, ça va au-delà de ça. Les gouvernements sont des entités organiques.
quelqu'un qui vit. Ce sont des entités, c'est administratif, mais ça a le même fonctionnement qu'une entité organique. Et on va dire l'État prend le pas sur l'humain. Ce sont des machines à broyer les humains. Parce que toutes les considérations à l'échelle gouvernementale, elle n'en a rien à foutre de l'humain, s'il crève de faim. Quoi. Il faut préserver l'État et la civilisation. Que les gens crèvent de faim, ça, ils s'en foutent, ils s'en battent les couilles. Eux, ils veulent sauver la civilisation occidentale ou peu importe quoi. Ils veulent sauver les États, les infrastructures et tout. C'est ça qui prend le pas sur les humains. En plus, la chronologie humaine et la chronologie des États n'est pas la même. C'est-à-dire les gouvernements, les États, la civilisation telle qu'on la connaît, anticipent plusieurs siècles. Ils disent on va faire comme ça parce que dans un siècle et demi, ça va se passer comme ça. Tu serais surpris de savoir les projets sur la durée sur lesquels ils sont établis. Il y a des projets créés actuellement par les USA ou par les Européens qui vont s'étaler, c'est des processus qui vont s'étaler sur plusieurs décennies. Et alors que les humains, la chronologie elle est complètement différente. Un humain, les projets d'un humain... Sur 10 ans, quoi, en tout cas. Ouais, maximum une trentaine d'années. Acheter une maison à crédit, payer les études des enfants. C'est entre 10 et 30 ans les projets d'un humain. C'est pas sur des siècles ou des décennies. Donc c'est normal que l'humain se fasse broyer dans cette configuration. Et alors ça veut bien dire que justement quand quelqu'un, un politique, a une vision à long terme, ça veut dire bien qu'il est supraconscient, parce que si les humains ont une vision jusqu'à 30 ans, si ceux qui ont une vision beaucoup plus long terme, depuis le début. Voilà, c'est qu'ils sont forcément... Un des conseillers spéciaux de l'Élysée, c'est encore une preuve, quoi. Mais bien sûr, c'est pas une question de preuve, c'est que ça se passe comme ça, tu peux me faire confiance. Ah, je te fais confiance. Un des conseillers spéciaux, nous, je parle de lui parce que ça nous concerne, on est en France, c'est Jacques Attali, qui est un supraconscient, qui a des flashs intuitifs, qui sait exactement comment ça va se passer dans l'avenir. Bien sûr, il donne des conseils aux politiques. Et lui, ses projets, quand il parle de gouvernance mondiale ou quoi, c'est juste pour faire contre-pouvoir aux Amalécites, le camp d'en face. Quand il y a deux équipes de foot qui s'affrontent, il y a forcément une qui va perdre, une qui va gagner, il faut choisir ton camp. Il y a ceux qui disent non, la gouvernance mondiale, elle sera à Berne, elle sera dans les mains germano-scandinaves et anglo-saxonnes. Puis il y a les autres qui disent non, nous, la gouvernance mondiale, on va la mettre à Jérusalem, on va mettre nos gars à nous. C'est comme une match de foot. Il y a un gagnant et un perdant, mais après, il n'y a pas de gentil ou de méchant au final. Les considérations pour le bien de la civilisation, les États pour qu'ils perdurent, ça va au-delà du bien et du mal. C'est-à-dire, dans ce conflit qui va opposer les Amalécites et les supraconscients sur 2 siècles et demi, là, tu crois que les supraconscients ou les Amalécites, ils vont être plus gentils ou méchants d'un côté? Ils vont tuer pareil. Il va y avoir autant d'exactions commises d'un côté que de l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils voudront le titre. Un match de foot, tu ne fais pas de cadeau à l'adversaire, tu veux gagner. Si tu peux lui mettre 5-0, tu lui mets 5-0. Il n'y aura pas de considération de bien et de mal. Ce sera la victoire qui va être importante. C'est ça, c'est le problème. Pour en faire quoi? Les Amalécites, ils alors vont faire la même chose. Les Amalécites, eux, leur politique, elle est technologique. Eux, ils se disent, voilà, nous, on va tout axer sur la technologie, il faudra qu'il y ait du confort, que toutes les villes soient chauffées comme ça. Il faudra qu'il y ait le moins de gens possible. Donc, comme on est dans une politique malthusienne, où la démographie augmente en même temps que diminuent les ressources. Donc, on va faire notre politique comme ça. Tant qu'à faire, puisqu'il ne restera que 500 ou 600 millions de personnes à la fin, on va essayer que ce soit notre famille, nos proches, nos amis. Voilà, si chacun prêche pour sa paroisse. Là. Maintenant... Ça, c'est les Amalécites. Ouais, ça, c'est les Amalécites. Les supraconscients, eux, ils s'en foutent de la technologie, tout ça. Ils disent non, l'évolution, elle est spirituelle, elle n'est pas technologique. C'est 2 approches différentes, mais à la fin, feront autant de mal les uns que les autres. Ils vont se battre, ils vont s'exterminer, les 2 factions vont s'exterminer, mais je te garantis qu'ils vont faire autant de mal les uns que les autres. À la fin, par contre, comme c'est... Je te le dévoile, parce que si tu demandes à n'importe quel supraconscient de la planète, il te dira pareil que moi, c'est à la fin, les Amalécites auront misé sur le mauvais cheval, parce que la vraie évolution dans l'univers, elle n'est pas technologique, elle est spirituelle. Les vrais pouvoirs d'un homme, c'est de se téléporter psychiquement avec des sciences mercabiques. Donc quand tu manipules une science occulte, parce que c'est de l'occultisme, ça c'est de la magie, les gens ne le croient même pas quand tu leur expliques que tu peux te transporter dans une autre galaxie, ou je ne le crois pas, c'est psychique. Quel est l'intérêt de construire une fusée pour aller visiter une civilisation qui est située à 20 années-lumière alors que tu peux y aller psychiquement? C'est 2 manières différentes. Les Amalécites, eux, c'est des constructeurs de fusées.
Ils veulent diffuser ils veulent s'élever comme ça, ils veulent s'arracher de la gravité terrestre, ils veulent aller visiter en chair et en os d'autres planètes. Alors que les supraconscients, ils parviennent psychiquement. Ça les fait marrer, les supraconscients, de fabriquer des fusées. Ils disent, oh, le temps qu'ils perdent et les milliards de dollars qu'ils engouffrent là-dedans. C'est deux points de vue différents. À la fin, par bonheur, parce que c'est quand même une chance, c'est les supraconscients qui vont gagner. Parce que la vraie évolution, je te garantis qu'elle est spirituelle, elle n'est pas technologique. Toute cette technologie qui va s'effondrer sur elle-même, parce que si tu lis le Tao Te Ching, il y a une apocalypse chez les taoïstes. Donc à la fin, si tu lis les textes taoïstes, on te dit, voilà, ils ont entrevu pareil que Jacques Attali ou tous les supraconscients de la planète, ils savent que ça va s'effondrer tout ça. Et puis à la fin, les dernières sentences dans les Vikings te disent, le mal s'effondrera sous son propre poids. C'est-à-dire toute cette technologie, toute cette avancée malthusienne en disant allez on bouffe à outrance, on consomme à outrance, à un moment donné il n'y aura plus de matières premières. C'est-à-dire ils vont se foutre tout seuls, c'est-à-dire ils vont générer leurs propres pertes. Ils prennent le bâton pour se taper sur la gueule tout seuls, les Amalécites. Ben, la suite, il y aura un camp à choisir. Parce que là, tu te dis, ça ne nous concerne pas, ça va arriver dans 2 siècles ou 2 siècles et demi, j'en ai rien à foutre. Ben, tu te trompes, parce qu'on vit dans un univers de métempsychose, de réincarnation, et que tout ça, tu vas le voir. C'est tes incarnations successives qui vont avoir lieu là, dans les décennies et les siècles qui arrivent. Ben, tout ça, tout ce que je te raconte, tu le verras avec tes yeux. Ouais. C'est-à-dire que Clément réincarné et toutes les autres successions de Clément réincarnés, tu le vivras tout ça. Donc à un moment donné, ben, tu vas être confronté à un choix. C'est est-ce que tu vas aller du côté des supraconscients ou est-ce que tu vas aller du côté des Amalécites? Est-ce que tu vas privilégier la technologie ou l'évolution spirituelle? Ben, c'est maintenant que ça se construit. C'est justement de commencer en amont dans cette vie à prendre la mentalité adéquate et de commencer à te dire je prépare ma future incarnation. Je me suis un petit peu amélioré, la prochaine sera un petit peu mieux, etc., pour atterrir dans le bon camp, puisque tu connais la finalité. Après, il y en a qui s'en foutent, qui disent « Oh, mais moi je m'en fous, ça me plaît cette vie de consommation, de luxe, les Amalécites, ils ont raison, c'est comme ça qu'il faut faire, il faut écraser les faibles et les pauvres, il faut la domination. » Ils sont eux-mêmes déjà Amalécites. Ouais, mais après, il y en a qui ne le sont pas et qui vont le devenir. Toi, tes incarnations suivantes, là, tu ne sais pas ce qu'elles vont devenir. Ouais, je me doute. Est-ce que tu vas être un supraconscient ou est-ce que tu vas être un Amalécite? Tu ne le sais pas encore. Il faut faire le bon choix dès maintenant, il faut se projeter dans le futur. C'est ce que font déjà certains supraconscients, dire putain, ça va évoluer comme ça. Je vais faire ce choix, tant pis, je vais renoncer au bien matériel, je vais me consacrer au spirituel. Puis il y en a, ils n'y arrivent pas. Hein. Il y en a, ils veulent leur belle bagnole, la belle villa, la piscine, les sous, le yacht, les sorties. Il y en a, tu leur fais pas changer d'idée. Hein. Cette vie de luxe et d'opulence, il y en a, ils ne veulent pas y renoncer. Hein. Quand tu leur dis la spiritualité, c'est le summum, tu comprends, la téléportation, la fusion dans l'antéversus, mais ils s'en foutent. Il y en a qui s'en foutent, ils te regardent la figure, ils te disent mais qui en a branlé de tout ça. Ils ne savent pas du tout ce que ça peut être, ou ils ne s'imaginent pas, même pas, puis ils n'y croient pas. Certainement. Attention, beaucoup de choses commencent à se propager via Internet. C'est-à-dire que des choses qui étaient complètement inconnues du grand public il y a encore 15 ou 20 ans, maintenant les gens ont accès, ils savent qu'il y a des choses un peu mystiques, comme ça cachées, qu'on ne nous dit pas tout. Effectivement, on nous dissimule énormément de choses. Si les gens savaient vraiment comment ça fonctionne au niveau planétaire, ils tomberaient de leur mort. Ils n'emploieraient pas leurs oreilles ni leurs yeux. Je garantis qu'il faut y aller doucement pour certaines personnes, pour les acclimater et comment ça se passe réellement, parce qu'ils vivent dans une illusion. C'est tout ce qui tiennent pour acquis, c'est faux. Je te garantis. Ouais, mais ça, j'en suis intimement convaincu, c'est clair. Mais c'est du conditionnement, hein, quelque part. On t'a appris des choses, on t'a dit ça, Tu le prends comme acquis sans même avoir vérifié, sans même avoir... Ouais, parce qu'ils sont robotisés. Voilà. La civilisation, justement, elle est créée sur ça, sur la robotisation humaine. Il faut standardiser les êtres. Il faut qu'ils mangent tous pareil, qu'ils croient tous à un pseudo-dieu qu'ils auront créé eux.
Il faut que tout le monde pense pareil, mange pareil, fasse les mêmes choses. Et il faut que ce soit productif en plus. Si tu es un non productif, si tu es un infirme ou si tu es quelqu'un de pas très intelligent, les amélécites, ils t'extermineront dans les siècles les décennies qui vont arriver. Là. Les gens qui encombreront des lits inutilement dans les hôpitaux seront éliminés. C'est comme ça. On va vers une catastrophe malthusienne. La planète, c'est un vaisseau spatial qui dérive dans l'espace. Il y a des ressources qui sont limitées. À moins d'aller coloniser d'autres planètes, eh bien, il va falloir qu'on fasse avec ce qu'on a. Et je te garantis que si tu prends un papier, un stylo, une machine à calculer, que tu vas sur les sites à l'INSEE, des machines comme ça où ils te disent exactement les ressources de pétrole dont on dispose encore, la bouffe, etc., tu vas te dire putain, il y a un problème. Parce que dans pas longtemps, déjà, on va être 10 milliards et que déjà, on bouffe à peu près. Quand on débute une année, à partir du 7e ou du 8e mois, on a déjà bouffé les ressources qu'on aurait dû bouffer sur une année. C'est-à-dire, on est excessif. Le sapiens est un gaspilleur. On gaspille l'énergie, on gaspille la bouffe, on gaspille tout. Dans quelques siècles, tout ce qu'on prend pour acquis, en disant, tiens, du pétrole, il y en aura à profusion. Même l'uranium. Les gens pensent qu'ils se disent « Ah, mais on va faire des centrales nucléaires avec 60 grammes de plutonium, tu peux le faire fonctionner, ou d'uranium, tu peux le faire fonctionner. » Je te garantis que ça aussi, ça a une quand tu auras extrait tout l'uranium de la planète, qu'est-ce que tu vas faire après tes centrales nucléaires? Tu vas leur mettre du charbon dedans? Du charbon, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de charbon, plus d'uranium, il n'y aura plus de pétrole. Il y a quelqu'un qui a posé une question. L'énergie libre, est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'il va y avoir une énergie Ouais, on va maîtriser ça d'ici une cinquantaine, une soixantaine d'années. D'ailleurs, c'est là qu'on atteindra le seuil de stagnation technologique. Ouais. À partir de là, on va atteindre le même stade que des civilisations évoluées dans d'autres systèmes stellaires. C'est-à-dire que l'évolution ultime d'une civilisation, c'est de maîtriser l'énergie du point zéro, c'est-à-dire de se servir des ondes scalaires. C'est-à-dire de générer de l'énergie à partir du vide. On va maîtriser la fusion à froid, des technologies comme ça. Alors attention, ce ne sera pas pour le grand public au début, ce sera des technologies uniquement militaires. Dans 50-60 ans, les militaires vont arriver à maîtriser certaines sources d'énergie. Ils vont s'en servir pour des propulseurs, pour des avions, pour des bateaux, pour des sous-marins. Ça va servir de propulseur, ça va un peu remplacer l'énergie nucléaire. Les porte-avions ne seront plus à énergie nucléaire, ils seront à énergie scalaire. Bon, mais à partir de là, l'humain ne découvrira plus rien. On aura atteint notre seuil, on aura atteint le seuil de stagnation technologique, on n'ira pas plus haut que ça. Nous ne maîtriserons jamais par exemple le luminique. Les protons ne seront jamais transportés à la vitesse de la lumière. Ça c'est un fantasme. On n'arrivera jamais à replier l'univers quand on te dit les distorsions spatiales et tout. C'est possible sur les équations. Jean-Pierre Petit l'a démontré, mais il faudrait l'énergie d'une galaxie. Il faudrait siphonner toute l'énergie de tous les soleils présents dans une galaxie pour distordre l'espace-temps. Quelle civilisation est capable de faire ça? Il n'y en a pas. C'est possible sur le papier, c'est pas possible dans la réalité. Tout est possible avec des équations sur le papier. Comment il s'appelle Archimède. Archimède, il avait dit un jour... Donnez-moi un point d'appui et un levier, je vous soulèverai la Terre. Voilà. Va trouver un point d'appui et un levier. Le concept, le concret dépasse toujours le concept. Tu vois bien que c'est possible sur le papier, mais c'est pas possible dans la réalité. Archimède, quand il disait ça, c'était une image. Ça voulait dire avec un bon point d'appui et un bon levier, tu peux soulever un poids en conséquence. Mais bien entendu que c'est impossible. Jean-Pierre Petit, quand il explique, parce qu'il y a des gens, des fois, ils me disent « Ouais, mais il y a des astrophysiciens, ils disent que c'est possible, le voyage dans le passé, le futur, l'espace-temps, on peut le replier. » Oui, mais il faudrait l'énergie d'une galaxie. Une galaxie, c'est plusieurs centaines de millions d'étoiles. Mais quelle civilisation est capable de siphonner cette énergie? C'est possible sur le papier, comme disait Archimède avec son levier de soulever la planète. Jean-Pierre Petit, il a dit « Oui, c'est possible. » Mais regardez l'énergie colossale qu'il faudra développer pour faire ça. C'est pas à la portée ni de nous, ni d'extraterrestres, ni de rien du tout. Personne ne peut siphonner l'énergie d'une galaxie. Donc il y a des projets qui restent sur le papier et qui n'iront jamais plus loin que des concepts. Concepts sur papier, des équations sur papier. Alors ça fait pleurer les gens qui s'imaginaient faire des voyages dans des engins Star Wars à la vitesse de la lumière. La vitesse luminique est inaccessible pour
aucune civilisation de l'univers ne peut y accéder. On ne peut pas transporter ni des protons ni des leptons à la vitesse de la lumière, à 300 km/s, ils se photonisent. C'est-à-dire, si un jour il y a quelqu'un qui arrive à siphonner l'énergie d'une galaxie, qui arrive à construire un appareil qui dit voilà, vous rentrez dedans, je vais vous envoyer sur, je sais pas, Proxima du Centaure, dans un autre endroit de l'univers. Ils vont rentrer dans cet appareil, ils vont être propulsés à la vitesse de la lumière, et en cours de route, ils vont se photoniser. Ils vont devenir de la lumière. Arriver là-bas, qu'est-ce que ça sert à quoi de faire ça? Il y a la science-fiction, c'est la science-fiction. Le concret, c'est le concret. Il y a des lois fondamentales dans l'univers qui ont été imposées par le hack, par la substance divine. Tu pourras pas aller à l'encontre de ces lois. Il y a des frontières qui sont infranchissables. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne verra jamais d'extraterrestres ici. Si, tu les verras. Les boulons. Si, les êtres semi-éthériques, là, d'ici quelques siècles, quelques millénaires, la nouvelle race humaine qui va sortir de toute cette fange là qui est actuellement, il va démarrer une race semi-éthérique, des gens qui vont développer. Semi-éthérique, je le redis, ça ne veut pas dire qu'ils vont passer à travers les murs. Semi-éthérique, ça veut dire qu'ils vont beaucoup plus contrôler des facultés éthériques. C'est-à-dire ils vont utiliser comment ça s'appelle, la télépathie, la bilocation, etc. etc. Ces gens-là, ils auront possibilité d'aller à la rencontre d'autres civilisations, oui, mais pas, psychiquement. Voilà, psychiquement, pas D'ailleurs, attends, je vais t'expliquer. Si tu observes les rapports de la CIA, du FBI ou des renseignements français, dans certaines officines de services spéciaux, ça veut très bien qu'on est visité psychiquement par des êtres venus, ils les appellent les êtres interdimensionnels. Ils savent que ce sont des êtres qui viennent de manière éthérique. Ils ne viennent pas en chair et en os, ils viennent visiter des mondes de manière éthérique. C'est leur psyché qui se téléporte. Je te garantis qu'il y a des rapports de la CIA, du FBI, des renseignements russes, français et tout, qui le disent, qui disent oui. Quand il y a des présidents qui accèdent à la tête de l'État, ils leur disent oui, voilà, regardez, on peut être visité, nous-mêmes on peut visiter, mais psychiquement. La téléportation, elle est psychique. Les protons et les leptons, je te le redis, ils se photonisent si tu t'amuses à ça. C'est ce que je te disais, on ne sera jamais visité par des soucoupes de Tolly En chair et en os, non. Tolly Boulons, c'est impossible. Voilà, Roswell, le mec qui décortique là, c'est du pipeau. Alors par exemple, non, ce qui se passe, il y a des films, des fois, on te montre des trucs qui se passent dans les airs à haute altitude ou à basse altitude. On te dit, tiens, c'est bizarre, les avions de chasse sont sur le radar, ils ont imprimé un cap, cet engin est allé à 12 000 km/h. C'est terrestre. C'est la MHD. La magnéto-hydrodynamique, c'est une technologie qui n'est pas encore dévoilée au public. Ça fait 25 ans. Ouais, une trentaine d'années. Les militaires le maîtrisent depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire il y a des appareils terrestres fabriqués par des humains qui arrivent à se propulser déjà entre 10, 11 et 12 000 km/h. Il y a des appareils... Sans bang en plus. Ouais, sans bang. Il y a des appareils qui utilisent déjà les déplacements vectoriels. C'est-à-dire ils peuvent se déplacer comme des insectes. Ils peuvent aller d'un point comme ça. Ils utilisent le déplacement vectoriel. Donc, comment ils font ça? Ah ben, moi, je ne suis pas un militaire à la pointe de la... Parce que ça, t'as léger quand même. Non, mais ça ne veut pas dire que le module est habité. Hein. Ah, voilà. Il y a des drones maintenant. Hein. Ils observent des mouvements. Bon, ils ne mettent pas un être vivant dedans. C'est piloté du sol. Mais il y a des appareils déjà qui utilisent les déplacements vectoriels, comme une mouche, d'avant en arrière, comme un colibri. Il n'y a plus il n'y a plus ces virages comme ça, aérodynamiques. C'est vectoriel. Ça s'appuie plus sur l'air en fait. Si. C'est vectoriel, il s'appuie plus sur l'air. Le déplacement n'est pas aérodynamique, mais il est quand même dans l'air. Oui, mais ce sont des déplacements vectoriels. Ne me demande pas. C'est comme la MHD, il s'appuie plus sur l'air. Mais c'est basé sur la MHD. C'est basé sur la MHD. Si tu prends un appareil comme ça, que tu mets un propulseur MHD là, un propulseur MHD là, un là et un là, tu fais des déplacements vectoriels. C'est comme ça. Mais par contre, ça ne peut pas être habité par un animal ou un humain dedans. Tu le plaquerais contre le mur, tu le liquéfierais. Mais ça peut être habité par contre par un ordinateur, par des capteurs électroniques, tant que c'est technologique dedans. Tu peux faire des
déplacement vectoriel à très haute vitesse. Ne me demande pas l'équation, je ne la connais pas. C'est les militaires qui maîtrisent ça actuellement. Et certaines choses que les observateurs terrestres disent, oh putain, c'est un ovni, ça c'est pas ovni. Ce sont des inventions qui ne sont pas encore arrivées au grand public. Il n'y a pas de visiteurs qui viennent avec des appareils tangibles. Les visites, elles sont psychiques. Alors bien entendu qu'il y a d'autres civilisations dans l'univers qui sont beaucoup plus évoluées que les sapiens sapiens. Il y a des êtres dans d'autres galaxies qui utilisent bien mieux que nous les sciences mercabiques. Ils ont une plus grande facilité pour se déplacer, pour observer, ils arrivent à tenir plus longtemps. Les humains, ils arrivent à tenir ça entre 8 et 12 minutes. Être en état de conscience modifié, ça a un temps réduit. D'autres civilisations arrivent peut-être à rester des heures et des heures. Ça c'est le problème de chaque civilisation. Et je te garantis que si un jour tu avais accès aux secrets d'État, ce qu'on appelle les secrets d'État, mais ils le savent. Tu dis oui, ils appellent ça en Occident, les gens qui ont un peu accès à ça, quand ils atteignent les présidents, quand ils prennent le gouvernement, quand on leur explique, ils disent oui, ils appellent ça les voyages interdimensionnels. Ils disent oui, on peut se déplacer, mais psychiquement. Ah bon, les mecs, ils disent mais comment? C'est psychique. Tu peux téléporter ta conscience, tu peux visiter d'autres mondes, mais c'est psychique. Tu n'iras pas en vaisseau spatial. Tu vas utiliser le canal pranique, tu vas te mettre en état de conscience modifié, et là, tu vas aller te déplacer. Tu peux le faire sur la planète. Une bilocation, tu peux la faire sur la planète, tu peux la faire même en dehors de ton système stellaire. Ça, c'est une des premières choses que les gens, quand ils arrivent à la tête de l'État, c'est une des premières choses que les officines qui entourent tout ça leur expliquent. Ils disent, c'est vrai, les extraterrestres, ils posent la question, ça existe? Oui. Ils disent, oui, bien sûr, il y a des civilisations intelligentes, bien sûr, un peu partout dans l'univers. Alors, comment vous le savez? Vous les avez vus? Ils peuvent se déplacer interdimensionnellement, c'est comme ça. Et comment ils le savent? Parce qu'il y a des supraconscients, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des supraconscients dans tous les gouvernements, des supraconscients qui maîtrisent ça déjà depuis des décennies, depuis des siècles. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas autrement. J'ai quand même du mal à voir Jacques Attali en Pat Matana comme ça en train de faire. Non, mais t'as pas besoin d'utiliser des techniques de yoga. Par exemple, les kabbalistes juifs utilisent d'autres manières. Un yogi, il va utiliser une discipline psychophysiologique. Il va faire un contrôle respiratoire, des contractions musculaires. Il y a d'autres techniques. Les kabbalistes vont utiliser des visualisations de couleurs, des sons. Quand ils vont passer en infrason, en ultrason, ils vont contrôler tout ça, ils vont savoir exactement, ils vont se mettre des curseurs. Les kabbalistes juifs ont d'autres techniques. Et ça amène au même but. Les yogis, ils n'ont pas tout inventé. Il y a d'autres techniques. Les juifs utilisent leurs propres techniques, les yogis utilisent leurs propres techniques. Ça génère toujours de la supraconscience. Des techniques pour arriver dans des états de conscience modifiés, il y a mille et une manières. Tu peux y arriver avec de l'ayahuasca. C'est une espèce de cactus que tu bois, ça te génère des états de conscience modifiés. Voilà, tu peux le faire avec des champignons. Tu peux le faire avec des champignons, tu peux le faire avec du LSD, tu peux le faire avec de l'ayahuasca. Et là, tu vas dans le Brahman ou tu restes dans l'hypnagogie là? Tu vas dans le Brahman. Ah ouais. Ah, je te le garantis. Ça te choque? Non. Voilà, parce que tu stimules ta glande pinéale. D'accord. Voilà, des chamans en Sibérie ou en Amérique du Sud, l'inframonde, ils le connaissent par cœur. Mais ils ont besoin d'un petit substrat, ils ont besoin d'une substance pour aiguiser leur glande pinéale. Alors là, ils vont prendre de l'ayahuasca, alors ils vont prendre des champignons, et ils vont à volonté dans le Brahman. Eh oui. Bien sûr, auparavant, ils vont faire le même processus, ils vont générer de l'hypnagogie, ils vont voir des jaguars volants, ils vont voir par rapport à leur psyché, à leur mythologie du peuple concerné. Mais à un moment donné, quand le canal d'accélération luminique se présente et qu'ils font leur accélération, où ils vont au bout? Au Brahman, hein, je te le garantis. Hein. Tous les chamans de la planète, les Sibériens, en Amérique du Sud, tous les peuples qui ont besoin d'une petite substance, ils vont dans le Brahman, je te le garantis. Hein. C'est con qu'on soit en janvier, si on était en septembre, j'irai au pharaon, on prend 2-3 champignons. Non, moi c'est pas mon truc, moi je cherche l'instase. Alors voilà, je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre un accès au Brahman avec ou sans substance. Avec substance, ça s'appelle une extase mystique. Extase. C'est-à-dire que tu as utilisé un élément, un corps étranger que tu as fait rentrer dans ton corps. On appelle ça une extase mystique. Il y en a qui arrivent avec de l'alcool. Les Tibétains, dans la voie tantrique de la main gauche, ils se servent de l'alcool. Voilà, ils génèrent une ivresse qui va modifier un peu leur conscience, qui va leur permettre d'atteindre l'inframonde.
Il y en a d'autres, ça va être les champignons, etc. etc. Comment t'expliquer, ça c'est la voie extatique. On appelle ça l'extase mystique, une extase. Si tu n'utilises pas de produit, on appelle ça une enstase mystique. Enstase, c'est-à-dire c'est juste ta psyché qui aura trouvé la bonne configuration avec ta glande pinéale, ta glande pituitaire. C'est juste par le décontraction musculaire, contrôle respiratoire et vacuité cérébrale, là on appelle une enstase. Si tu fais rentrer un élément, alcool, LSD ou produit, c'est une extase mystique. Attention, ça amène au même endroit. Tu vas toujours dans le Brahman, l'inframonde, tu l'appelles comme tu veux. Ça te surprend? Non, pas du tout. Tous les chamans de la planète savent utiliser ce que je te dis dans Tunguska, au septentrion vers la Sibérie et tout ça. Il y a des peuples qui manient ça, mais ils utilisent des racines, des psychotropes. Et dans les années 60, tous ceux qui utilisaient le LSD, il y avait sur 1000 drogués qui utilisaient le LSD, il y en avait un ou deux qui l'utilisaient à des fins mystiques. Ils utilisaient ce qu'il fallait, prenaient vraiment la dose qu'il fallait. Eux, ils voulaient générer une extase mystique. Là, c'est une extase, parce que tu utilises un produit qui va dénaturer ta psyché. Si tu n'utilises pas de produit, c'est une enstase. Enstase, extase. Le but, c'est le même. Voilà, ça et le fait de faire une extase, ça ne te met pas en configuration après pour le faire en enstase? Non. Non. Ceux qui utilisent un produit, c'est qu'ils justement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Il y a des gens, ils peuvent rester des heures et des années pêcheurs. Ils se mettent comme ça, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Donc à un moment donné, ils utilisent un subterfuge. Ils se disent, bon, ça existe. On m'a dit qu'avec un produit, je peux y arriver. Allez, je vais utiliser le produit. Parce que le mec, il vient d'échouer pendant 15 ou 20 ans, il n'y arrive pas. L'enstase, il n'arrive pas à la déclencher naturellement. Il n'y arrive pas. C'est comme ça. Moi, j'ai eu des profs de yoga, moi, qui n'avaient jamais connu le samadhi, qui m'enviaient. Je dis, putain, ça fait 4 ans, 5 ans que tu fais du yoga, tu as déjà franchi samadhi. Moi, ça fait 30 ans que je fais du yoga, je n'y suis jamais parvenu. C'est comme ça. Il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui n'y arrivent pas. Voilà, messieurs, dames, donc on a fini cette petite série de vidéos. On va les enchaîner cette semaine, on va en faire une par jour, je pense. Et puis voilà, vous allez connaître beaucoup de choses à la fin. Donc on vous laisse, on vous dit au revoir et à la prochaine. Bye bye.